pour la table ronde sur les enjeux de l'ETCS, j'invite à monter sur scène, à nous rejoindre, Delphine Chabalier pour la DGITM, Dariusz Kozar, directeur Europe de SNCF Réseau, qui nous livreront chacun le point de vue des institutions françaises et européennes, Estelle Masclet, directrice générale exploitation système de SNCF Réseau, et Éric Morand, qui nous expliqueront pourquoi et comment SNCF Réseau veut de l'ERTMS. Et enfin, des représentants de nos clients fret, Paul Hodgson, de CFL Cargo, qui est aussi speaker du corridor Mer du Nord Rhin-Méditerranée, et Paul Mazato, directeur du programme fret de SNCF Réseau et qui a la vision sur l'ensemble des clients. Merci de prendre place. Alors, commençons par Delphine. Ah, pardon. C'est pourtant imprimé très gros. Donc Delphine, vous représentez la DGITM en décembre 2024. Ah. On va vous donner des micros, ça sera plus facile. C'est bon Delphine? C'est bon? Ouais, impeccable. Donc en décembre 2024, la France a publié le NIP ERTMS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et ce que ce NIP représente pour la France? Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le 16 décembre 2024, nous avons notifié à la Commission européenne le plan de déploiement ERTMS. Donc ce plan de déploiement, il s'inscrit dans un cadre européen, notamment, il était attendu du fait du règlement d'exécution de la STI, de la spécification technique d'interopérabilité des sous-contrôles commande et signalisation. Donc cette STI impose, demande aux États membres de publier un plan de déploiement et de les mettre à jour tous les 5 ans. Donc là, la mise à jour était attendue pour juin 2024 et nous l'avons publié en décembre. Au-delà de cette réglementation, donc le deuxième cadre européen dont vous avez, j'imagine, connaissance, c'est le règlement RTET. Le règlement RTET qui a également été revu à l'été 2024 et qui, du coup, parmi donc règlement RTET, règlement sur le réseau transeuropéen de transport, qui revoit le règlement de 2013 et impose notamment à la France de déployer le RTMS sur le réseau ferré national avec différentes échéances. 9000 km d'ici 2030, donc ça c'était une échéance déjà connue, et une nouvelle échéance à 2040 pour 2700 km supplémentaires. Donc ce règlement a accéléré les échéances de déploiement et a maintenu également une échéance du déploiement du réseau local, du réseau global d'ici à 2050. Donc voilà, deux règlements. D'une part, ce règlement STI-CCS qui impose du coup la notification du plan de déploiement, et puis les échéances qui sont prévues par le règlement RTET. Voilà. Donc, comme vous le savez, le COI, le Conseil d'orientation des infrastructures, a étudié parmi le coût de ces déploiements et a mis notamment en évidence qu'à l'horizon 2040, ça serait 20 milliards d'euros qui seraient nécessaires pour déployer sur le réseau central, donc à 2040, donc déjà avec un retard de 10 ans par rapport à l'échéance européenne. Donc dans ce cadre-là, lors de la remise du rapport du COI en février 2023, la Première ministre a annoncé l'augmentation des investissements, des financements pour la régénération et pour la modernisation du réseau à hauteur de 1,5 milliard. Donc, dans le cadre de cette hypothèse, de cette augmentation des financements, il a été travaillé
Et dans l'objectif du coup de répondre à la STI CCS, il a été travaillé et préparé avec le SNCF Réseau, hein, avec vous, comment répondre et comment mettre en œuvre cette réglementation RTET. Donc, ce plan de déploiement qui a été notifié, il prévoit, il prévoit le déploiement à l'horizon de 2044 de 6100 km de lignes. Donc, on est par rapport au précédent plan de déploiement qui avait été notifié en 2017, où on était sur le déploiement sur Longueuil-en-Balle, le déploiement sur la ligne à grande vitesse sud-est et la ligne classique Marseille-Vintimille. On est, enfin voilà, le nouveau plan de déploiement du coup marque une ambition forte de déploiement et représente du coup un défi financier, industriel et technologique à l'ensemble du secteur, pour l'ensemble du secteur ferroviaire français. Donc il y a vraiment une volonté avec ce plan de déploiement de marquer cette ambition et de montrer vis-à-vis de nos partenaires et également de permettre à l'ensemble de l'industrie, des entreprises ferroviaires et des autorités organisatrices également de disposer des orientations, des lignes qui vont être déployées de manière à ce que eux-mêmes puissent s'adapter en fonction de ce plan de déploiement. Donc ce plan de déploiement, il est organisé autour de grands principes. Les grands principes, pardon, vous les voyez. Au-delà donc d'une ligne qui était d'ores et déjà, enfin des lignes qui étaient d'ores et déjà prévues et qui sont en cours de déploiement, les nouveaux axes qui vont être déployés sont un corridor. Enfin, bien sûr, et avant tout, continuer le déploiement sur les lignes à grande vitesse, continuer le déploiement et prévoir ce déploiement, et en complément, assurer un déploiement sur un axe Perpignan-Luxembourg, donc un axe de manière à répondre notamment en ligne classique aux besoins à assurer un déploiement de l'ERTMS, notamment pour les trains de fret. Donc cette stratégie à 20 ans est organisée avec une vision détaillée pour les 5 premières années. Et ensuite, on est sur un déploiement avec des échéances tous les 5 ans, que ce soit sur ligne classique ou sur ligne à grande vitesse. Ce qu'il faut noter aussi, hein, comme je l'indiquais, ce plan de déploiement, il a vocation à être mis à jour régulièrement. Donc voilà, ça donne un premier ensemble, une première ambition, mais au gré des développements, au gré potentiellement d'autres projets qui pourraient émerger, voilà, il pourrait être complété par d'autres déploiements. Un des points importants également de ce plan de déploiement, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de superposition. Hein, après, pas de superposition au sol de la signalisation. Donc l'objectif, hein, c'est bien, une fois que le RTMS est déployé, on supprime la signalisation existante. Et donc les trains devront être équipés en ERTMS. Et donc ça nécessite l'adaptation des matériels roulants, et ils devront être équipés du coup des deux systèmes, le système ligne classique, de signalisation classique et le RTMS. Donc on est vraiment sur une stratégie, hein, la stratégie définie est celle d'une stratégie dual on-board. Et de manière à laisser le temps, hein, aux propriétaires de matériel roulant, aux entreprises ferroviaires, aux AO d'équiper ce parc. À ce stade, il n'est pas prévu, au-delà des déploiements qui étaient d'ores et déjà annoncés, que ce soit la LGV+, Paris-Lyon, le projet HPMV ou Longueuil-en-Balle, il n'est pas prévu de déploiement, et ensuite ce déploiement se fera de manière progressive.
Donc voilà, donc on est vraiment sur une ambition, voilà, qui montrer vis-à-vis de nos des autres aussi, des autres États membres, vis-à-vis de la Commission européenne, que la France s'engage complètement dans cette stratégie ERTMS et que même si on répond pas du coup aux échéances RTET, pardon, je vois le temps, aux exigences de déploiement RTET, voilà, il y a quand même un saut et une ambition qui est lancée. Voilà, je vous remercie. Merci Delphine. Donc les enjeux de l'ERTMS sont au moins européens, voire mondiaux. Donc Darius, directeur Europe de SNCF Réseau, comme je l'ai déjà dit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vision de l'Union européenne sur l'ERTMS ? Oui, effectivement. Alors, je pense qu'Olivier Bancel a parlé... Attends, pardon, excuse-moi, je me permets de t'interrompre brutalement. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez le QR code à l'arrière de votre badge. Donc, saisissez-vous de cette possibilité pour poser des questions à tous les intervenants qui sont ici. Merci. Pardon, Darius, excuse-moi, c'est Cavalier. Tout est pardonné, mais je n'avais même pas commencé là. J'ai toujours mes 7 minutes. Oui, non, je voulais dire que tout à l'heure, Olivier Bancel a énuméré les vertus intrinsèques à RTMS et pourquoi on le déploie en France de manière volontaire. Delphine nous a donné le cadre réglementaire et la stratégie de l'État. En fait, moi, je vais vous apporter un éclairage un peu différent et pour répondre à une autre question qui est pourquoi, quand on est à la Commission européenne, on s'intéresse tant de cet objet, franchement, qui pour vous n'est pas indigeste, mais que beaucoup d'autres personnes, y compris dans SNCF Réseau, trouvent un peu indigeste. En fait, pour 3 raisons. Parce que la Commission européenne a un projet, a une ambition politique, qui est celle de la décarbonation de l'économie européenne, qui est celle de la résilience de l'économie européenne et qui est celle de la relance de l'industrie européenne. Elle a identifié le ferroviaire comme un levier au service de ses ambitions. Nous n'allons pas dire que non, hein, c'est sûrement un levier au service de ses ambitions pour plein de raisons. La plus évidente, évidemment, c'est la question de la décarbonation, les transports, vous connaissez ça par cœur, 30% des émissions de CO2 en Europe, le ferroviaire une toute petite partie, donc ne serait-ce que sur la première ambition, celle de la décarbonation, l'efficience énergétique et l'utilisation de l'électricité font que le ferroviaire est sûrement un levier. Maintenant, à partir de là, la Commission est une autorité politique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder, elle va rassembler les acteurs du système, les industriels, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures, la population générale aussi. Et par un certain nombre d'études et d'enquêtes, elle a identifié, elle le fait régulièrement, en fait, quels sont les points de blocage pour le développement du ferroviaire ultérieur, du ferroviaire en Europe, notamment pour le développement transfrontalier, parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel à gagner encore pour le mode ferroviaire. C'est facile, regardez, quand vous avez la LGV entre Paris et Bruxelles, il n'y a plus d'avions, il y a plein de destinations en Europe qui sont à des distances assez raisonnables, en fait, 3, 4, 5 heures en train, mais en fait, cette offre-là n'existe pas toujours en termes d'offre de service sur ces liaisons-là. Et donc, il faut se demander pourquoi. Dans le réseau, la Commission en a identifié plusieurs. Dans les freins, certains ne concernent pas directement le gestionnaire du réseau. Je ne sais pas, la difficulté que semble avoir l'industrie ferroviaire pour produire du matériel roulant. C'est dans la presse aujourd'hui, Proxima, d'autres. C'est un sujet. La billettique, c'est un frein aussi, parce que la billettique ferroviaire aujourd'hui est globalement pas assez performante que la billettique aérienne. Et essayez d'acheter un billet pour aller de Paris à Narvik. En avion, en 3 minutes, vous l'aurez. C'est pas très loin, c'est en Europe en plus. Et en train, vous n'allez pas y arriver. Si vous y arrivez, dites-le moi, parce que je voulais y aller avec mes enfants l'été dernier et j'ai pas pu trouver les billets. Et donc, j'ai renoncé tout court. Voilà. Donc il y a des éléments qui ne nous concernent pas directement. Ensuite, il y a des éléments qui concernent le réseau. Parmi ces éléments, il y a le plus évident, les liaisons manquantes, les liaisons physiques manquantes, le Lyon-Turin. Donc, la France et l'Italie, deuxième et troisième économie de l'Union, deuxième et troisième pays de l'Union en termes de population, des liaisons relativement de pauvres, de qualité modérée entre les deux pays. Donc évidemment, la réponse c'est un projet, c'est le RTET, c'est le Lyon-Turin. Parmi ces freins qui portent sur le réseau, il y a évidemment l'interopérabilité au sens large, donc pas les mêmes gabarits, pas le même écartement, pas les mêmes systèmes digitaux, pas le même système de signalisation. Donc c'est là où l'Europe se dit, en fait, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là.
sur le sujet-là. Encore une fois, on a déjà vu du coup quelles étaient les qualités propres à RTMS. Moi, je ne reviens pas dessus. En revanche, je voudrais porter d'autres éclairages. Pourquoi encore, d'un point de vue de l'Europe, ça c'est intéressant, d'un point de vue d'autres acteurs du ferroviaire que le réseau. Je crois qu'une rame Eurostar est équipée de 7 systèmes de signalisation. C'est-à-dire que cette rame, qui doit être déjà sur les 25-30 millions d'euros à l'investissement, a en plus un surcoût lié à l'installation et puis à la maintenance de plusieurs systèmes de signalisation. Donc cette rame, si belle, si chère, avec sa belle livrée et tout, est en plus ultra spécialisée. C'est-à-dire que cette rame n'aura pas facilement une deuxième vie. Elle ne circule que dans un mouchoir de poche d'Europe de nord-ouest. Et si vous voulez la déplacer ailleurs en Europe, pas très loin, ou plus loin dans l'Europe, bah, c'est pas facile, il y a des modifications importantes à faire. Donc tout ça, bah, ça rajoute un coût au système et ça donne un petit coût supplémentaire à la compétitivité du mode ferroviaire, parce que si votre rame est chère, le réseau est cher évidemment, pour de bonnes raisons, etc., bah, le biais pour le voyageur in fine ne pourra pas être compétitif avec l'avion. Et de la même manière, on peut faire des raisonnements semblables pour les transports de marchandises, qui en plus, eux, passent plusieurs systèmes, plusieurs frontières, etc., et donc ne sont pas compétitifs, alors que l'ambition, c'est qu'ils soient compétitifs dans un marché qui est ouvert, c'est structurel. L'Union européenne a été construite autour du marché unique. Donc ça, par exemple, pour les opérateurs. Pour l'industrie aussi, il y a un sujet, parce que l'Europe s'inquiète de l'avenir de l'industrie européenne. Est-ce que quelqu'un était à Inotrans au mois de septembre? Levez la main, vous avez le droit. Voilà. Je ne vous demanderai pas si vous avez pris l'avion, mais voilà. En français, qui est un système, bref, très innovant d'un certain point de vue. Bah, le fait de ne pas arriver à le déployer en Europe, de n'avoir que 12% du réseau français à peu près aujourd'hui, du réseau éligible, 5% en Allemagne, parce qu'il y en a quand même qui ont des projets mais qui vont moins bien que nous aujourd'hui, etc., etc. En fait, ça affaiblit globalement l'industrie européenne. Parce que quand vous êtes un industriel chinois, vous allez dire, regardez, nous, 50 000 km ce que l'on a. Quand vous allez à Boston ou à Dakar ou ailleurs dans le monde, bah, ça finira par faire quelque chose du mal à notre industrie. Donc, on a envie de déployer. L'Europe a envie qu'on déploie aussi, parce que ça en va de la performance et de l'avenir de notre industrie. Donc voilà. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles la Commission s'intéresse de manière pertinente, me semble-t-il, aux enjeux de l'interopérabilité et de RTMS. Évidemment, quand on est là où nous sommes nous, on va trouver, Jean-Marc, qu'on faisait tout aussi bien sans besoin de RTMS, que les trains traversaient quand même les frontières. On va trouver que c'est cher, qu'il y a un grand effort consenti par l'État, mais l'effort est un tout petit peu en deçà de l'objectif européen, etc., etc. Pour autant, j'ai envie de dire que quand on est passé dans les années 40 d'un système d'entreprises ferroviaires privées et régionales en France à la SNCF, on est bien passé par une étape d'harmonisation, et donc en fait, ce n'est pas hors portée, et c'est dans l'intérêt du mode ferroviaire, et c'est dans l'intérêt de l'économie européenne tout court. Voilà. Merci Darius. Donc Estelle, est-ce que SNCF Réseau a envie de RTMS? Alors, je crois qu'on a déjà commencé à répondre à cette question. Et avant, moi, de mettre le focus sur quelques-uns des avantages ou quelques-unes des raisons parmi celles qui ont déjà été évoquées, moi, je voulais nous remettre en perspective dans ce qui ont été déjà les grandes évolutions de l'exploitation, puisque c'est de ça dont on parle. On parle pas seulement d'un système de signalisation, mais bien de l'exploitation en grand. Alors, au commencement, et pour remonter à l'origine du chemin de fer, on avait une situation dans laquelle une installation était manœuvrée par un opérateur avec des procédures relativement simples, puisqu'il avait tout sous les yeux et donc tout dans la main. La première grande révolution, ou en tout cas le premier saut d'évolution, a eu lieu quand on s'est mis à regrouper le command-contrôle, et donc c'est la création des premiers postes d'aiguillage
qui a incarné ou qui a matérialisé cette évolution. On a donc commencé à parler de contrôle-commande, de commande à distance. Et ça nous a permis d'avoir du coup besoin de moins d'opérateurs pour commander le réseau et pour manœuvrer les installations, d'avoir besoin aussi de plus de procédures. Et la deuxième évolution qui a suivi, qui est dans la lignée ou en tout cas dans la logique de cette première, a été de passer de commande manuelle à une commande d'itinéraire. Donc on est passé à des postes à commande d'itinéraire. On est sur une première étape d'automatisation. Hein. Donc cette fois, on ne tire plus sur les leviers, on appuie sur des boutons. Alors ils ont eu des formes un petit peu différentes. Et là, on voit bien le système commence à faire pour l'opérateur un certain nombre d'opérations, puisque en appuyant sur un bouton, je réalise l'équivalent avant de ce qui était le renversement de plusieurs leviers. Donc on a là encore la partie technologique du système qui soulage l'opérateur, qui agrandit son pouvoir d'action et qui, in fine, améliore l'exploitation. La troisième évolution, le troisième saut de modernisation de l'exploitation, c'est le déploiement des commandes centralisées du réseau. Donc là, on augmente encore le rayon d'action. On digitalise cette fois complètement le système de signalisation. Hein. Donc, on pourrait dire qu'au lieu d'appuyer sur des boutons, on tape sur un clavier, mais c'est bien plus profond que ça quand on regarde dans les couches du système. Et pour les opérateurs, c'est également bien plus profond que ça, puisqu'on a une double concentration dans nos commandes centralisées du réseau. Une concentration horizontale, on augmente le rayon d'action sur lequel intervient l'opérateur. Et ce faisant, en lui permettant de regarder plus loin, on lui permet de regarder aussi plus loin dans le temps. Donc on améliore sa capacité d'anticipation, on améliore donc notre réactivité et la façon dont on gère de bout en bout l'exploitation d'une zone de plus en plus grande. Et puis on a une concentration verticale puisqu'on rapproche dans ces commandes centralisées du réseau tous les métiers qui concourent à l'exploitation, que ce soit le contrôle commande dont on vient de voir les grandes évolutions, mais aussi la gestion opérationnelle des circulations et la gestion de crise. Et du coup, déployer le TCS, c'est se préparer à la quatrième évolution majeure de l'exploitation, hein, qui va permettre à l'exploitant d'avoir une vision dynamique de ce qui se passe dans la zone qu'il exploite. Donc vous voyez un petit peu derrière moi, grâce au système, on aura des informations que l'on met aujourd'hui énormément de temps à acquérir avec précision. Le train est-il toujours en mouvement? Où se trouve-t-il exactement? Est-il toujours à quai? A-t-il franchi la pointe d'aiguille? Toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui en gestion de crise ou en gestion de situation nominale, qui nous prennent beaucoup de temps et de charge mentale pour avoir une réponse, et que demain, le système nous autorisera. Et puis surtout, ce système, il va permettre d'établir une communication entre les mobiles et via le RBC pour optimiser les commandes de vitesse, les commandes d'accélération et de freinage entre les mobiles et rapprocher les mobiles, donc de permettre d'en faire circuler plus. Ça, c'est souvent le premier bénéfice que l'on a ou la grande illustration que l'on a quand on pense à l'ETCS. Et donc, il faut penser qu'il y a beaucoup plus de choses qui l'accompagnent. Et dans cette dernière évolution, on voit bien qu'on a besoin pour avoir le plein bénéfice de ce quatrième grand saut d'évolution, d'avoir un vecteur qui est la commande centralisée du réseau, une signalisation, donc un équipement technologique complètement digitalisé et un support radio modernisé pour transmettre toutes les données dont on a besoin. Donc on illustre bien le déploiement coordonné de 3 schémas directeurs que l'on a l'habitude d'évoquer, celui des commandes centralisées du réseau, du déploiement de l'ETCS et du FRMCS. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut de l'ETCS? Je pense qu'on l'a déjà quand même bien défloré ce matin. D'abord pour des questions de sécurité, je pense que c'est important que l'on ne l'oublie pas. Donc vous l'avez vu dans le contact sécu de la journée,
Avec un système comme le TCS, on améliore nos procédures de sécurité en fiabilisant la reconnaissance des mobiles, en fiabilisant les données que l'on échange avec les mobiles, en gagnant du temps sur un certain nombre de procédures. Et gagner du temps, c'est aussi améliorer la sécurité, puisque vous imaginez bien dans une tour de contrôle telle qu'une commande centralisée du réseau et dans ce que vous avez derrière moi en image, que toutes les communications radio, tout ce qu'on s'échange verbalement et tout le temps que l'on passe à échanger ces informations, c'est autant de risques de rupture de séquence et de mauvaise transmission. Et c'est ça que nous évitera notamment le TCS. Ensuite, pour faire face à des enjeux de performance opérationnelle, on l'a beaucoup dit, grâce à l'ETCS, on va avoir accès nativement à des fonctions qui vont améliorer cette performance opérationnelle, la circulation des trains à contresens, utile en conception, notamment quand on a à programmer des opérations de travaux, mais aussi utile en opérationnel quand on a à faire face à un aléa, à une gestion d'obstacles, ou tout simplement pour des questions de régulation et de gestion du trafic. La fonctionnalité aussi de réception de 2 trains sur la même voie, qui va faciliter l'exploitation des nœuds ferroviaires. Pour répondre à des enjeux capacitaires, c'est souvent ce à quoi on pense en premier. Quand on pense ETCS, on a tous ce petit graphique où on compare le bloc automatique lumineux que l'on connaît aujourd'hui et l'exploitation en ETCS, et on voit les trains qui se rapprochent. Donc bien sûr, on va pouvoir rapprocher des mobiles d'un point de vue de la gestion du bloc, mais surtout, on va améliorer les consignes de vitesse qu'on leur fournit, je l'ai déjà évoqué, et donc améliorer aussi notre gestion des points de convergence ou de divergence. Et puis pour finir, et donc Darius l'a très bien dit juste avant, des enjeux d'interopérabilité, puisqu'on est sur un système standard européen et qu'il nous permettra de mieux assurer les trafics transfrontaliers. Voilà, donc l'histoire de l'évolution de l'exploitation, elle est en marche. Je pense qu'on s'est jamais trop posé la question il y a quelques dizaines d'années sur est-ce qu'on veut ou pas construire des postes d'aiguillage, est-ce qu'on veut ou pas déployer des commandes centralisées. Donc aujourd'hui, on ne doit pas se poser la question de vouloir ou non déployer le TCS. On est vraiment sur la poursuite de ces évolutions. Il y aura d'autres évolutions après, la conduite autonome, etc. Mais donc, restons focus sur le temps présent qui a aussi la particularité d'être tout ça à la fois, puisque tout ce qui est derrière moi est aujourd'hui en exploitation sur le réseau à la fois. Alors, au bémol près de la photo en haut à droite, puisque ça c'est le PRS de Douai et que lui, il a été passé en commande centralisée du réseau très récemment. Mais on a tout cet éventail technologique aujourd'hui en service et en exploitation sur le réseau. Et donc, un de nos enjeux va être de déterminer la bonne vitesse de déploiement de l'ETCS. Et donc, c'est ça la question à laquelle on doit répondre. C'est pas est-ce qu'on y va ou non, mais c'est à quelle vitesse on y va. Et tout cela est étroitement lié au cadre économique qui est le nôtre et dans lequel on s'inscrit, et aux trajectoires budgétaires et d'investissement qui soutiennent cette évolution. Merci Estelle. Donc sur le pourquoi, c'est très clair. Maintenant sur le comment, j'invite Eric, qui pilote la digitalisation de la signalisation, à nous expliquer comment et à quelle vitesse on va y aller. Merci. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme Estelle a pu le souligner, on est sur quelque chose qui a déjà démarré, dans lequel on est engagé. Donc la question est plus de se dire est-ce qu'on y va, c'est comment on y va et à quelle vitesse. Alors évidemment, on est dans cette dualité où on doit à la fois gérer nos actifs, donc les obsolescences de nos systèmes actuels, qu'on tient à bout de bras pour certains, qui tiennent encore, mais on est sur des systèmes qui ont plus d'une 50aine d'années d'âge. Donc on les tient avec nos industriels également, et de performance de l'exploitation. Je pense qu'Estelle l'a très bien imagé. Donc on a un socle pour avancer maintenant, qui est notre trajectoire financière. Elle est en débat, vous êtes au courant effectivement de ce qui se discute actuellement, avec effectivement les perspectives qui avaient été données par Madame Borne en 2023, qu'a très bien expliqué Delphine. On a tracé un NIP dans cette cohérence effectivement du RTET, qui n'est pas complètement aligné, mais qui aujourd'hui utilise effectivement cette brique qu'on a appelée brique de modernisation d'un demi-million
par an, projetés à horizon 2040, et on trace effectivement notre trajectoire financière. Donc c'est un socle, ça a déjà démarré, puisqu'aujourd'hui on est à peu près dans cette trajectoire CCR-ERTMS de 300 millions en 2023, 400 millions en 2024, 500 millions en 2025. On est déjà sur une phase d'accélération, elle est concrète, elle est là. On est au 100e Mistral. LGV+, Paris-Lyon, on est au 100e Mistral. Ça montre bien qu'il y a déjà eu 100 implémentations de ce qu'a expliqué Estelle auparavant. Donc c'est lancé, c'est notre socle. Alors on va s'adapter en fonction de ce qui sortira de cette conférence de financement. On s'adaptera, on espère en avoir le plus possible et accélérer. Mais derrière ça, il y a des piliers sur lesquels on va s'appuyer pour avancer. Le premier, c'est effectivement d'avoir un développement coordonné entre la modernisation des postes, qu'on a appelé notre trajectoire CCR, le RTMS, qui va venir maintenant se mettre sur le parcours tracé que vous avez vu sur la carte, et évidemment aussi la modernisation, puisqu'on fait face à d'autres obsolescences, en particulier du système radio Solbor, hein, donc l'ex-GSMR qui passe au FRMCS, donc avec nos collègues de la direction télécom, qui sont aussi là aujourd'hui. Donc c'est coordonné, ces schémas directeurs, et c'est pas simple, parce que le RTMS va parfois infléchir, ou faire réfléchir sur la trajectoire de gestion d'actifs. Donc, mais on va surtout vouloir industrialiser avec notre direction industrielle le déploiement de l'ERTMS et le déploiement, parce qu'on va devoir accélérer, ça veut dire qu'on va en faire plus aux uns territoires. Aujourd'hui, on était à un projet, un deuxième, et demain, on va en faire 3, 4 en même temps, voire plus, y compris en Île-de-France, en même temps. Donc, il va falloir standardiser, il va falloir industrialiser, il va falloir définir effectivement comment ces projets vont être assemblés. Donc la création de la direction de la digitalisation de la signalisation avec la direction industrielle, elle est là pour ça. Elle est là pour mettre des méthodes, elle est là pour mettre des standards et accompagner les compétences. Ça, c'est le premier pilier sur cette démarche collective. Le deuxième pilier, c'est bien évidemment l'engagement de la filière ferroviaire. Olivier l'a cité tout à l'heure, nos industriels, nos ingénieristes, on ne le fera pas tout seul, on le fera ensemble. On a 80% de nos coûts qui sont des coûts externes, donc vous imaginez qu'on est loin de le faire tout seul. Et pour autant, ces industriels, ils sont focalisés sur différents marchés. Vous le verrez tout à l'heure à travers la présentation de Salvatore sur l'Italie ou de Jean-Marc Nizet. Vous verrez qu'ils ont fort à faire en Europe aujourd'hui. Tous les sujets sont lancés à travers les différents pays qui vont à différentes vitesses, mais grosso modo, les vitesses sont toutes enclenchées pour nos voisins européens, et pour certains sont déjà bien avancés, par exemple comme la Belgique. Donc il va falloir effectivement qu'on y aille ensemble, de manière cohérente, qu'on industrialise ensemble et qu'on donne une visibilité assez stable pour avancer de cette façon-là. Notre troisième pilier, c'est aussi l'accompagnement des compétences. C'est une rupture technologique. Il y a un certain nombre effectivement d'évolutions importantes, mais on passe du monde électromécanique, vous l'avez vu avec l'image d'avant, monde numérique. Les télécoms, ils sont déjà passés. Ils sont passés effectivement du cuivre à l'IP. Donc on a une convergence un peu dans cette réflexion-là, accompagnée bien sûr nos compétences d'études. Et quand je dis ça, c'est au sens large. L'entreprise étendue, c'est y compris vers nos ingénieristes. C'est des compétences de travaux et c'est aussi des compétences de maintenance. On n'a plus du tout les mêmes compétences à mettre en face aujourd'hui de nos projets de demain. Donc il faut l'accompagner. On peut s'inspirer aussi des bonnes pratiques. Comme je l'ai dit, on a certains de nos voisins qui sont déjà bien avancés. Donc on dialogue beaucoup avec eux et on s'inspire aussi de comment ils ont mis en place ça. Un quatrième pilier serait aussi de moins développer en déployant. Si on veut accélérer, il faut bien partir, bien réfléchir à ce qu'on veut, tracer une feuille de route système, et sur cette feuille de route système, on s'appuie et on appuie nos projets. Mais on arrête de développer en même temps qu'on déploie. Parce qu'un projet de développement et un projet de déploiement, ce sont deux choses différentes. Donc il faut effectivement qu'on arrive à se stabiliser, qu'on arrive peut-être à renoncer entre les indispensables pour l'exploitation et les nice to have, et peut-être les I have a dream qui viendra plus tard. Donc il faut qu'on arrive à poser ça. On est en train de le poser à travers des feuilles de route système, à travers des jalons qui vont adresser bien sûr les besoins de nos projets, hein, et bien sûr qui répondent aux besoins de l'exploitation et du mainteneur, puisqu'il faut bien que ces lignes elles continuent à être maintenues. Et il faut avoir en tête quand même qu'on gère des marges technologiques assez importantes au niveau des SNCF Réseau, et j'en citerai deux. On va passer à une signalisation ERTMS niveau 2 only, c'est-à-dire en démonte, comme l'a dit aussi tout à l'heure Delphine, la signalisation latérale, donc les systèmes de classe B. Et ça, c'est quelque chose de majeur. On ne superpose pas pour obtenir tous les gains d'exploitation.
Mais effectivement, on va passer à quelque chose où on n'aura plus de signalisation latérale. Donc c'est une évolution majeure, tant au niveau technique qu'au niveau de l'exploitation. Et on va passer de circuit de voie à compteur d'essieux. Alors techniquement, c'est pas dire gigantesque. Maintenant, l'accompagnement qu'il y a à mettre effectivement derrière, les produits existent, ils sont là, ils sont matures, mais l'accompagnement qu'il y a à mettre derrière au niveau système, au niveau de l'intégration système, il est assez majeur. Donc on y travaille, mais c'est effectivement un saut assez important. Et aussi toujours donner cette visibilité à nos industriels dans le développement des produits, rester alerte, puisqu'on est sur des trajectoires longues concernant nos systèmes et leurs implémentations, alors que les évolutions technologiques, en particulier dans le numérique aujourd'hui, on est sur des systèmes d'implémentation d'une 40aine d'années, on est sur des trajectoires technologiques d'une 10aine d'années. Donc il y a une dichotomie à gérer, et il faut qu'on la gère à travers ces feuilles de route système. Et le 5e pilier, qui sort un petit peu de notre périmètre, mais qui est pour autant indispensable, Olivier l'a cité tout à l'heure, le RTMS, par essence, est un écosystème sol-bord. Donc, pour qu'effectivement on en tire tous les bénéfices, il faudra bien évidemment que les trains soient équipés de RTMS. On sait que c'est un challenge financier, mais pas que. C'est un challenge aussi technique et c'est un challenge industriel. Il y a à peu près 5000 trains en France aujourd'hui et au rythme du NIP devront petit à petit effectivement évoluer. Et les premières années sont des années relativement compliquées, on va dire, dans le sens où il faudra mettre en adéquation à la fois l'évolution du sol, l'évolution du bord, y compris la partie homologation. On devra effectivement réfléchir à simplifier, en tout cas à linéariser. Donc voilà, on a tous ces enjeux qui sont des piliers identifiés. Certains sont beaucoup plus complexes que d'autres et on va les adresser pour maintenant accélérer à partir d'où on est parti. Merci Eric. Alors, donc après les institutionnels, le réseau, je passe la parole aux clients. Donc Paul Hodgson, vous représentez CFL Cargo et pour vous, le RTMS, qu'est-ce que c'est ? D'accord, donc bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je représente CFL Cargo, donc entreprise de fret ferroviaire basée au Luxembourg, co-entreprise entre CFL, le chemin de fer luxembourgeois, et ArcelorMittal, donc fondée en 2006, donc présent au Luxembourg, mais également en France, en Allemagne, en Belgique et à l'entrée de la Suisse. Et je représente également donc le corridor, le nouveau corridor mer du Nord, Rhin, Méditerranée, donc qui a été créé dernièrement. Je fais partie des 4 co-speakers de ce corridor. Et c'était hier, avant de rentrer à la maison, j'ai parlé avec l'un de mes co-speakers de SBB Cargo International en Suisse, et je lui ai parlé de mon intervention. Elle m'a dit, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire. Je dis oui, j'aurai beaucoup de choses à dire. J'espère qu'à la fin, ils vont me laisser sortir. Donc, parce que bon, je vais parler un peu de notre expérience de l'ETCS. Si je reviens au Luxembourg, donc on roule avec l'ETCS maintenant depuis quelques années, 2018. CFL Cargo a reçu les premières machines diesel, donc capables de rouler avec le TCS. Donc on a quand même quelques années d'expérience, même si on roule avec le niveau 1, on a trouvé au moins les conducteurs, ils trouvent que c'est une amélioration, surtout par rapport à ce qui existait avant au Luxembourg. On n'avait pas un système comme les KVB, donc vraiment pour nous c'était un saut technologique et sécuritaire très important. Donc ça c'est très bien. On voit aussi un très bon niveau de stabilité du système, un confort dans la conduite. Donc on va dire les retours du Luxembourg sont plutôt positifs. Mais comme vous avez vu sur la carte, il y avait une carte qui était projetée au début, la carte de la France, le déploiement de l'ETCS en France. Et vous avez peut-être vu, il y a 2 bouts verts dans le nord-est, donc entre Bettembourg, Zutphen et Uckange, également pas très loin entre Longuyon et Thionville. Donc, on était aussi confronté tout de suite à l'ETCS en France. Donc, des machines équipées ETCS au Luxembourg. Donc, il faut aussi utiliser l'ETCS en France. Et c'est là où peut-être les choses ont commencé à nous étonner, parce que quelque part, pour nous, le RTMS, pour nous, le secteur de fret, le RTMS, c'est fantastique d'avoir un système unique en Europe. Voilà, justement, comme les collègues ils ont évoqué, ça fait partie actuellement des freins. On veut développer du fret. Actuellement, les différents systèmes, c'est compliqué. Donc, d'avoir un système harmonisé, très bien. Mais voilà, on a quand même
très vite compris que ce n'était pas aussi simple que ça, parce que, premièrement, il a fallu former les conducteurs formés par le TCS au Luxembourg, par le TCS en France. Je me suis dit, mais s'ils sont formés au Luxembourg, pourquoi il faut les former en France? Ah, parce que, voilà, en France, c'est différent. Donc, c'est là où on a commencé à trouver que le TCS, c'est un système standard peut-être, mais pour l'instant, c'est pas trop notre expérience en Europe. Il a fallu aussi trouver un formateur. Là aussi, hier soir, j'ai rencontré, j'étais responsable de CFL Cargo France à l'époque, mon RH qui m'a dit, mais tu te rappelles, il a fallu trouver un formateur pour former les conducteurs ETCS pour la France. On a réussi. Mais je pense qu'il y en avait un seul en France à l'époque. Donc voilà, c'est là où les choses ont commencé à devenir un peu compliquées. Également, on a parlé de l'équipement des locomotives. Parmi nos trains phares de CFL Cargo, c'est notre train intermodal qui roule entre Bettembourg et Lyon, qui roulait auparavant avec une seule machine. Donc on avait l'interopérabilité Luxembourg-France, machine équipée Mémor, KVB, mais avec la transition ETCS au Luxembourg, on n'a pas réussi à trouver sur le marché ou à obtenir le rétrofit de locomotives capables de rouler sous 25 000 volts et 1500 volts et de rouler au Luxembourg. Donc depuis, je crois, 2020, pour ce train-là, on change de locomotive. Également pour nos confrères de Fret SNCF, maintenant ex-Fret, pendant quelques années, ils ont également dû changer de locomotive à voie à pied. Donc quelque part, on voit que le RTMS, l'objectif, c'est magnifique. On sait que c'est vers là qu'il faut aller. On est totalement convaincus. Les bénéfices en termes de sécurité, capacité, tout à fait. Mais le trajet est quand même assez difficile. Donc bon, c'est des défis à relever, donc on n'est pas resté immobile, donc on avance dans nos projets. On aura bientôt des locomotives capables de rouler en France jusqu'au Luxembourg, mais c'est là aussi on commence à rencontrer des difficultés d'homologation, parce qu'une machine homologuée au Luxembourg, il faut aussi l'homologuer en France et inverse, et c'est des coûts, c'est du temps, et pendu dans le fret ferroviaire, c'est un monde très compétitif. On est face à la route, surtout pour l'intermodal. Nos clients sont des routiers, donc il faut qu'on soit à la fois compétitif, il faut aussi la qualité, il faut les temps de trajet, il faut plein de choses. Donc pour l'instant, le TCS a plutôt été un facteur qui nous perturbe. Donc, et également, bon, je vais pas parler que des points négatifs, mais il y a aussi des craintes parce qu'on entend parler également de FRMCS. Et on dit, bon, avec la FRMCS, il va falloir passer au baseline 4. Donc, on a déjà des machines qui ont que 2 ans, qui sont baseline 2, qui vont passer baseline 3. Si maintenant, il faut commencer aussi à penser l'investissement baseline 4, c'est aussi inquiétant. Mais bon, on est convaincu qu'il faut y arriver. Et il faut, si on veut y arriver, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut qu'on travaille. Donc, entre les entreprises ferroviaires, CFL Cargo fait partie du consortium Rail Freight Forward avec d'autres opérateurs. Donc, on essaie de passer des messages que c'est au niveau européen qu'il faut quelque part une amélioration dans la gouvernance de ce projet. On voit que pour l'instant, les États membres sont en train et les réseaux sont en train de déployer le RTMS, mais c'est pas toujours le même standard, etc. Donc, il faut une gouvernance. Des plans de financement aussi réalistes. En Belgique, ils ont dû retarder de 2 ans l'utilisation de TCS parce que les entreprises de fret ferroviaire n'avaient pas de locomotive ou pas assez de locomotives pour la transition qui était prévue. On veut aussi un déploiement transfrontalier harmonisé. Et l'autre chose qui est importante, les normes ERTMS stables sur le long terme. Quelque part, si je dois un peu, j'ai pensé ce matin, comment on peut illustrer le RTMS pour nous, c'est comme si on décide de remplacer des boissons dans un distributeur de boissons. Au lieu d'avoir du Coca, je prends l'Orangina, de Sprite, etc., on va mettre que du Coca. Sauf qu'en fait, on met du Coca, du Coke Zero, du Diet Coke, Coke Cherry, etc. Donc, c'est très bien, on a standardisé. Mais il reste quand même ces différences, ces interprétations. Donc, également, il serait bien de demander aux États membres de faire plus de standardisation et moins de spécialisation. Merci pour ce point de vue très clair.
Paul Mazzato, donc vous connaissez l'ensemble des clients fret de SNCF Réseau. Est-ce que le panorama est le même pour l'ensemble de nos clients? Alors oui, je pense qu'il l'est. Et je voulais peut-être mettre l'accent sur le fait qu'il y a une révolution silencieuse qui se fait dans le monde du fret ferroviaire et qui me paraît parfaitement parallèle à celle qui est liée au déploiement de l'ERTMS. Cette révolution silencieuse, c'est celle qui nous amène progressivement, année après année, vers des circulations qui sont plus concentrées sur un petit nombre de grands axes, une demi-douzaine de grands corridors en France en tout cas, plus sensibles à l'horaire et sur des distances beaucoup plus longues et beaucoup plus souvent à cheval sur plusieurs réseaux, 2, 3, 4 réseaux. Et pour mettre un nom derrière cette révolution silencieuse, c'est tout de même largement le basculement vers une importance plus grande accordée au transport combiné. Le transport combiné, il y a 15 ans, c'était à peu près 20% du marché français. Aujourd'hui, c'est 41-42%. Et dans peu de temps, en tout cas d'ici la fin de la décennie, ce sera largement plus que 50% du marché du fret ferroviaire français. Et on a des tendances équivalentes dans le reste de l'Europe. Or, ce transport combiné, j'insiste, c'est toujours les mêmes axes, un petit nombre d'axes, toujours les mêmes créneaux horaires, le concept de saut de nuit, très forte sensibilité aux horaires à cause de la concurrence avec la route, et puis des distances beaucoup plus longues que le transport conventionnel. Alors c'est une grande force pour le ferroviaire, c'est un potentiel de croissance, on a des croissances à 2 chiffres grâce à cette évolution-là, mais il faut pouvoir l'accompagner. Or, le RTMS, précisément, accompagne cette évolution. Sur ces axes très chargés, à ces horaires bien précis, et l'exemple de l'axe Lorraine-Perpignan, sur lequel le RTMS va être déployé en premier pour ce qui est des lignes conventionnelles, reflète parfaitement cette situation. Nous avons aujourd'hui des difficultés à accueillir des trains de fret ou des trains de transport combiné supplémentaires. Nous en avons de plus en plus, et c'est une très bonne nouvelle, mais à chaque fois, c'est un petit peu difficile de trouver de la place, et le fait de pouvoir rapprocher les trains nous donne un peu de marge de manœuvre. De la même manière, aujourd'hui, sur ces trains long parcours, on a des taux de ponctualité qui ne sont pas forcément parfaits. En moyenne, sur l'ensemble du fret, on est à 85% de ponctualité à l'arrivée à 30 minutes. C'est plus faible pour la longue distance. Les gains de ponctualité qui vont nous être offerts grâce à l'ERTMS vont nous permettre de gagner plusieurs points de ponctualité lorsque le déploiement sera mis en place. Le troisième élément, c'est l'interopérabilité. Alors l'interopérabilité, moi je le vois de 2 manières. Je le vois avec ces circulations nouvelles, transports combinés, qui de plus en plus souvent traversent des frontières. Et à ce sujet, j'attire votre attention sur le fait que nous allons avoir d'autres révolutions, comme le tunnel de base entre la France et l'Italie, comme le fait que la façade méditerranéenne de l'Espagne, de plus en plus, va être à écartement international, ce qui va assurer un flux de trains en provenance d'Espagne. Et puis avec un petit temps de retard, on aura la même chose sur la façade occidentale de l'Espagne. Donc le fait de pouvoir offrir des systèmes interopérables comme l'ERTMS va nous permettre d'accueillir ces trains nouveaux qui viennent de ces pays voisins. Mais il y a un deuxième volet dans l'interopérabilité dont on parle moins et sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est celui que je qualifierais de liquidité du matériel roulant. Historiquement, le wagon est un objet qui est très interopérable et qui est donc très liquide. On peut facilement vendre, acheter, louer des wagons un peu partout en Europe. Ce n'est pas encore tout à fait le cas du marché des locomotives, précisément parce qu'on a ces nombreux équipements qui sont un peu nationaux. Et donc cette moindre liquidité liée à cette moindre profondeur du marché génère des coûts pour les opérateurs ferroviaires, pour les loueurs aussi,
et globalement pour l'ensemble du système ferroviaire. Donc on voit bien que le RTMS est au cœur de cette révolution qui est en train de se produire en France et qui est en train de stimuler le renouveau du fret ferroviaire en France et en Europe. Alors pour terminer, après ces remarques qui sont un peu génériques, je voudrais donner quelques exemples très concrets que je vais associer à cet axe Lorraine-Perpignan qui est notre priorité sur les lignes conventionnelles. Premier exemple très concret, Olivier l'a dit tout à l'heure, avec le RTMS, on va faciliter la banalisation du réseau. Or, toutes les lignes notamment qui sont sur ces corridors fortement demandés par le transport combiné, ne sont pas forcément équipées de systèmes de contresens, IPCS, banalisation. Par exemple, la section de ligne entre Toul et Dijon ne permet pas de circulation de contresens. Or, pour pouvoir trouver des compromis opportuns entre les sillons fret et les travaux, le fait de pouvoir faire les travaux sur une seule voie et de laisser les circulations sur l'autre voie, c'est un gain majeur potentiel de capacité. Et donc, une fois qu'on aura déployé le RTMS, cet axe-là, il sera beaucoup plus facile, beaucoup moins cher de pouvoir banaliser ou mettre des IPCS sur une section comme Toul-Dijon. Un deuxième exemple très concret, c'est celui de la multitude de voies de service ou de faisceaux de voies de service qu'on a aujourd'hui à proximité des points frontières. Vous savez, à Forbach, à Modane et bien d'autres endroits sur le réseau, on a historiquement des faisceaux de voies de service qui sont utilisés pour, entre autres choses, changer de locomotive aux points frontières. Lorsqu'on sera dans un monde parfaitement équipé en ERTMS, sol et bord, et bien probablement que ces arrêts seront nettement moins nécessaires, voire plus nécessaires du tout. On aura toujours besoin de changer les conducteurs de temps en temps, mais ça va aller beaucoup plus vite. Parfois, ça pourra même se faire sur les quais des gares. Et en tout cas, ces changements de locomotive seront moins nécessaires, voire plus nécessaires du tout, ce qui permettra d'éviter des manœuvres complexes, ce qui permettra de gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a souvent plusieurs dizaines de minutes qui sont perdues dans ces changements. Et puis, pourquoi ne pas le dire aussi, pour le gestionnaire d'infrastructure, c'est aussi une optimisation de son patrimoine. Si plus personne utilise ces voies de service, il sera plus nécessaire de les entretenir, voire de les garder tout court. Et donc, tout cela va contribuer à la performance économique de l'ensemble du système ferroviaire. Voilà, donc globalement, pour conclure, je suis frappé de voir la concomitance des intérêts, mais également la concomitance de la temporalité entre les grands changements qui sont au cœur de la croissance nouvelle du fret ferroviaire et puis le déploiement de l'ERTMS. Donc, merci Paul. Donc, vous pouvez les applaudir. Pardon. J'invite les participants de la table ronde à rester sur scène pour répondre aux questions que vous n'avez pas manqué de leur poser. Donc, je passe la parole à Florian qui va relayer les questions que vous avez posées dans la salle. Oui, merci Lise. Bonjour à toutes et tous. Alors, on a pas mal de questions. Merci beaucoup. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Peut-être un premier paquet de questions, un premier lot de questions sur le NIP. Je ne sais pas si en régie, on peut remettre la carte de France. Ah bah parfait. Élise, super régie. Alors sur le NIP, quelques questions. Déjà, il y a beaucoup de chiffres qui ont été, ça parle beaucoup gros sous dans les questions. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été cités. Est-ce qu'on peut refaire le point très clairement de combien d'argent on a besoin pour faire ce NIP-là? Est-ce que vous avez un spoiler sur la convention de financement à donner aux ambassadeurs de l'ETCS qui sont là aujourd'hui dans la salle, éventuellement? Et puis, peut-être aussi une question côté européenne. Si jamais on ne respecte pas nos engagements par rapport à ce NIP, il se passe quoi, en fait, concrètement? Alors, beaucoup de questions, effectivement. Donc, tout d'abord, sur les financements. Donc, ce NIP, il a été élaboré sur la base d'une hypothèse qui est l'augmentation de la trajectoire d'investissement, tant pour la régénération que la modernisation, à hauteur de 1,5 milliard.
Donc voilà, donc ça c'est une des hypothèses de base. Voilà, là il y a des discussions en cours, comme l'indiquait Eric, il y a d'ores et déjà une augmentation. Voilà, après il reste à l'inscrire dans la durée, et c'est en cours de discussion. Sur les échéances, alors je comprends, hein, il faut compter en gros 9000 km d'ici 2030 à déployer selon le règlement RTET. Et puis, bon, je vais globaliser. À 2050, c'est 17 000 km. Donc, si on n'atteint pas donc ça, c'est le règlement RTET, les grands principes. Pour autant, voilà, quand on a négocié le règlement, on a quand même veillé. Voilà, on savait que voilà, ça serait délicat ou très ambitieux. Donc, il y a des possibilités de dérogation. Des dérogations par rapport à ces objectifs. Et donc là, maintenant qu'on a publié, qu'on a transmis à la Commission le plan de déploiement, les prochaines discussions qui vont s'engager vont être celles de la présentation de demandes de dérogation, puisque notamment nous n'atteindrons pas l'échéance de 2030 et des 9000 km. Donc voilà, ça c'est un point. La Commission européenne, elle est tout à fait, donc le plan de déploiement, hein, vous verrez, il est disponible sur le site de la Commission au même titre que les autres plans des autres États membres qui ont été notifiés. Donc il y a une vingtaine de plans qui sont disponibles. Elle nous réunit régulièrement, que ce soit, enfin SNCF Réseau participe également. Elle nous réunit également de manière à construire ce qu'on appelle le plan de déploiement européen. Donc là, elle est en train de travailler aussi à l'agrégation de ces plans de déploiement qui lui ont été notifiés, de manière là aussi à donner la copie UE qui sera également utile non seulement pour les entreprises ferroviaires, mais aussi pour les industriels. Donc voilà, donc il y a vraiment des discussions qui vont se poursuivre. Et finalement, le plan qui a été notifié, c'est une première étape avant la poursuite des négociations. Est-ce que je réponds à... Je me permets juste de mettre une petite précision, parce que vous avez parlé d'1,5 milliard, Delphine. Enfin, c'est 1,5 milliard, c'est l'ensemble des domaines. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 milliards dans la régénération. Donc les domaines, c'est la voie, la caténaire, les ouvrages d'art et la signalisation. Et ce 1,5 milliard viennent en partie complémenter effectivement la signalisation, dont une petite partie de cette brique-là qui reste à financer. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, est dédié spécifiquement à l'ERTMS. Mais le préalable de l'ERTMS, c'est aussi la modernisation des postes. Donc il faut qu'on modernise les postes, qu'on les mette en télécommande et on ajoute le RTMS. Donc voilà, il y a une combination entre les différents domaines en fonction des urgences et des gestions d'actifs. Donc c'est pas 1,5 milliard par an malheureusement, mais voilà, c'est sur l'ensemble, pour préciser. On n'a pas fini de parler d'argent, vous verrez. On a d'autres questions là-dessus. Une autre question peut-être plutôt sur le réseau et la stratégie des SNCF Réseau. On a dit tout à l'heure, on a évoqué l'absence de superposition. Alors pourquoi pas de superposition pour les lignes en ETCS? Et peut-être une deuxième question, on a l'impression sur la carte que l'effort il est concentré sur les lignes à grande vitesse. Est-ce que c'est effectivement le cas? Et est-ce que c'est pas finalement sur les lignes conventionnelles que l'ETCS apportera le plus de bénéfices? Alors je tente une réponse. En tout cas, Delphine l'a mentionné, effectivement, le NIP, il est public. Et au sein du NIP, il y a non seulement les cartes, mais il y a effectivement toute une explication qui détaille effectivement le raisonnement qui porte ce NIP, en particulier sur la non-superposition du sol et la superposition du bord. Alors déjà, pour dire, effectivement, on s'inspire aussi, et je le répète, de ce qui se fait dans des pays qui ont beaucoup plus avancé que nous. Et on voit aujourd'hui que c'est une tendance, si elle n'est pas unique, elle est en tout cas générale, de non-superposition de sol. Parce que, pour une simple raison, pour exploiter la pleine performance de l'ERTMS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux systèmes, il y en a un qui minore l'autre en termes de performance. Donc, on va dire, si c'est pas l'unique raison, c'est en tout cas la raison dominante. Donc, pour la non-superposition qui exporte de fait une contrainte effectivement sur le bord, on appelait ça dual on-board, de superposition des systèmes au bord. Mais les industriels sont prêts à livrer ces solutions. Donc on n'est pas dans une expectative de solutions, elles existent, elles sont là. Différents industriels ont des différentes solutions.
Donc voilà, on s'inspire de ce qui est fait et en tout cas, on vise la performance en plein de RTMS parce que ce qu'a expliqué Estelle dans son allocution n'est pas atteignable avec une superposition de systèmes. Peut-être un petit exemple pour l'illustrer. Hein. On a beaucoup parlé de la capacité du système de signalisation ETCS à absorber des petites limitations temporaires de vitesse, par exemple celles qu'on est amené à installer sur des zones de chantier ponctuelles. Ça, si on essaye de le transposer avec une superposition de la signalisation, il faudrait qu'on fasse coïncider l'implantation de cette LTV avec la signalisation qui resterait au sol dans l'éventualité que celle-ci soit active. Donc on voit bien que ce qu'on pourrait gagner d'un côté en essayant de viser plus fin et en tirant parti de la continuité que propose le TCS, bah on le perdrait en se disant et si je me retrouve dans le cas où j'exploite avec la signalisation, bah là il faut que je fasse l'effort de rentrer dans ce maillage et donc dans cette discrétisation du réseau. Voilà, ça c'est pour illustrer un peu pourquoi on dit qu'on perdrait quelques gains de performance. Après, on retrouve sur d'autres dimensions. Et puis peut-être aussi tout simplement pour se dire que si on superpose deux systèmes de signalisation, il faut maintenir ces deux systèmes de signalisation. Donc il y a un coût de maintenance, un coût de maintien en conditions opérationnelles pour tous les types de maintenance. Hein. Ça veut dire que parfois on serait amené à régénérer des actifs qui seraient en fin de vie parce qu'on ne serait pas amené à s'en passer tout de suite. Ça veut aussi dire que chacun de ces actifs, il a son propre taux de fiabilité et donc sa propre probabilité de tomber en panne, et que quand on en met deux en même temps, on les cumule, et donc la probabilité d'avoir à gérer des dysfonctionnements, elle est aussi plus simple. Donc il y a vraiment des intérêts très forts sur la partie exploitation, mais aussi sur la partie maintenance et gestion des actifs. Pour prolonger encore une fois, la plupart d'entre vous le savent, mais je le rappelle, puisque c'est quand même des chiffres qui sont intéressants et qui nous enthousiasment, en tout cas nous portent, l'augmentation de capacité dont on parle, en particulier en ligne. On a sur Paris-Lyon, LGV+ Paris-Lyon, à horizon 2030, parce qu'il y a un certain nombre de conditions préalables, mais une augmentation potentielle de capacité de 25%, qui est amenée grâce à l'ERTMS niveau 2, donc sur la ligne. Donc c'est effectivement une valeur qui est relativement intéressante à obtenir. Donc on va passer de 13 à potentiellement 16 sillons par sens et par heure. Il y a peut-être une deuxième question. Non, on n'a pas. Non, là, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Par contre, on va se permettre une dernière question sur le matériel roulant, si vous voulez bien. Je vous ai dit qu'on allait reparler de gros sous. Est-ce que ce matin, dans cette salle, on a trouvé une solution miracle pour le financement du matériel roulant? Et si c'est le cas, on sera très heureux de l'entendre. Et puis, sur ce matériel roulant, il y a un processus de certification qui apparemment présente un certain nombre de difficultés pour les acteurs. Là encore, est-ce que, par exemple, dans le partage de ce que connaît CFL, on peut faire mieux, autrement, pour aller plus vite et pour simplifier la vie des opérateurs? Je pense que le premier point, je dirais, c'est le fait qu'on doit, pour chaque pays, ou sur chaque réseau où on veut rouler, il faut passer par ces essais de tests et de certification. Et ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et ça nous retarde énormément. Donc tout ce qui peut simplifier ou avoir du cross-acceptance entre les pays, pour nous, ce serait très, très intéressant et voire important, parce que pour l'instant, c'est ce qui nous retarde. On a des machines capables de rouler au Luxembourg, mais qui sont en attente de faire des essais. Donc, c'est vraiment le point bloquant. C'est aussi ma collègue suisse. Hier, elle m'a dit, pour eux, SBB Cargo International, c'est le gros problème également qu'ils retrouvent. C'est ces tests qu'il faut faire dans chaque pays. Donc moi, j'ai pas la solution, on a l'idée, donc voilà, on aimerait bien être entendu là-dessus. Ok, en tout cas, problème partagé. Et juste sur le financement du bord, peut-être? Je prends la parole. Alors sur le financement, donc là aussi, le plan de déploiement, c'est une première étape.
Justement, la suite maintenant, c'est faire les études d'impact en termes de besoin d'équipement des matériels roulants, sous quelle échéance, à quel rythme, à quel coût, pour quels opérateurs. Voilà, donc ça, ce sont tous ces éléments qui sont à préparer maintenant avec vous, avec les entreprises ferroviaires, les autorités organisatrices, de manière ensuite à étudier quelles pourraient être les pistes de financement. Voilà. Alors, on a le temps pour une dernière question de la salle. Est-ce que, Florian, tu peux apporter le micro? Merci. En attendant, je peux rajouter également, et si on peut réduire les coûts, là, il y a pas longtemps, la Commission a publié un rapport sur les coûts d'équipement des locomotives. Là, on est à 900 000 € au moyen d'équipement d'une locomotive avec le système. C'est juste impossible, quoi. Donc, travailler aussi sur ce point. Il faut trouver des solutions quelque part low cost. Ça doit être faisable. Beaucoup de choses sont faisables. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, les Anglais ont réussi à équiper une locomotive à vapeur avec le TCS. Vous avez peut-être senti, j'ai un petit accent anglais, je suis d'origine de l'autre côté, mais si l'autre côté de la Manche, mais voilà, les solutions sont trouvables, mais le coût actuel d'équipement, surtout pour des locomotives qui sont en mi-vie, c'est prohibitif. C'est plus un rebond qu'une question. Sur la standardisation et l'arrivée de nouveaux matériels, on commence à être saisi différents GI de demandes de renseignements ou de documents qui vont au-delà des prescriptions européennes et qui sont liés au fait que parfois il y a tellement de particularités que les entreprises ferroviaires peuvent être tentées de vouloir tester chaque point du réseau pour fiabiliser leur mise en exploitation. Et c'est un sujet qu'il faut qu'on traite collectivement parce que ça, au-delà des questions techniques, ça pousse à diffuser des documents qui n'ont pas vocation à être publics et ça peut poser des problèmes de sûreté. Donc il y a un vrai sujet de standardisation et de fiches peut-être à créer pour que des entreprises ferroviaires puissent qualifier leur matériel facilement sans avoir besoin d'accéder au plan de câblage. J'exagère à peine en fait dans l'exemple. C'est un sujet très actuel. Donc il y a peut-être une réflexion collective des différents GI à mener ensemble, je pense. Voilà. Très bien. Pas de regret. Écoutez, je vous invite à applaudir les participants parce que les échanges ont été vraiment très riches.